Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes le vendredi 1er novembre 2019. Bienvenue dans votre grand rendez-vous de tous les soirs et nous démarrons avec du décryptage. Et dans le décryptage de ce jour, nous parlerons du Ghana. Ghana, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire du présumé coup d'État déjoué. Pour mieux passer à la loupe toute cette actualité, nous avons sur le plateau Mamadou Diouf, il est notre éditorialiste maison. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Voilà, quand on dit coup d'État au Ghana, d'abord, à quoi peut-on penser? C'est la surprise d'abord parce que depuis un certain nombre d'années, le Ghana est plutôt considéré comme un pays stable par tout le monde, y compris les organismes sur le plan international. C'est également un pays où il y a une démocratie qui est en train de fonctionner avec plusieurs alternances, de sorte qu'a priori, on ne voit pas pourquoi il y aurait un coup d'État au Ghana à pareil moment. On pourrait dire que c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les gens sont plus que surpris d'entendre parler de coup d'État dans le Ghana actuel. Ghana, des Rollins. Et puis, il y a de cela quelques jours, sinon mois, où on avait annoncé ce coup d'État qui était déjoué. Et qu'est-ce qui s'était passé réellement? En fait, la surprise est venue parce que c'est le ministre de l'Information qui a annoncé qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué. Tout le monde s'est posé la question à cause de ce que je viens de dire. On s'attendait également à voir qui est responsable de ce coup d'État. Il y avait particulièrement 3 personnes qu'on considérait comme étant les cerveaux. D'autres militaires que ces 3 personnes ont contactés, qui se sont associés à eux pour organiser ce coup d'État. Mais ça laissait les gens dubitatifs puisque les personnes n'étaient pas particulièrement des personnes connues. C'est vrai qu'une parmi les 3 personnes était un fabricant d'armes artisanales, mais il n'y avait pas de quoi impressionner quand on parle d'un coup d'État. Et c'est pourquoi l'opposition, par exemple, s'était interrogée. On est à 1 an de l'élection présidentielle. À quoi servirait un coup d'État à pareil moment? Mais le ministre avait dit clairement qu'effectivement, une tentative de coup d'État avait été déjouée au niveau du Ghana. Une tentative de coup d'État a été déjouée au niveau du Ghana. Quelques mois après, on revient sur le sujet où on dit il y a un rebondissement. Qu'est-ce qui n'avait pas marché entre-temps? On avait dit, bon, c'était clos, c'était déjoué, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et à nouveau, on s'est dit, il faut revenir sur cette affaire. En fait, les présumés auteurs avaient été arrêtés et il y a la procédure qui suit son cours parce qu'ils n'ont pas encore été jugés coupables. Parce que la justice prend son temps pour faire ses investigations. Il se trouve que pendant qu'ils sont en prison, c'est leurs avocats qui ont relancé ce problème. Ils se plaignent parce que quand ils viennent trouver ces présumés coupables au niveau de la prison pour discuter avec eux, pour organiser leur défense, ils disent qu'il y a les services de renseignement qui viennent et qui enregistrent l'entretien entre eux et les présumés coupables. Ce qui, bien sûr, du point de vue des droits de l'homme, pose problème. Et c'est pourquoi ils ont saisi à nouveau la justice en disant qu'il y a une atteinte à la vie privée de leurs clients qu'ils doivent défendre parce qu'on ne leur laisse pas cette intimité qu'ils devaient avoir avec leurs clients pour discuter avec lui et pouvoir choisir des stratégies pour les défendre. Et c'est cette sortie des avocats pour leurs clients qui a relancé en même temps cette question de ce présumé coup d'État qui a été déjoué. Si coup d'État, il y en avait vraiment au Ghana, quelles seraient peut-être les bases fiables de ce qui est en train d'être fait ou bien voir aujourd'hui dans le pays? En tout cas, une bonne partie de l'opposition n'y croit pas. Ils trouvent que peut-être il y a eu quelque chose, mais parler de coup d'État, c'est exagéré. Ils se sont d'ailleurs plaints en demandant à ce que les preuves soient montrées. Bon, le ministre de l'Information dit qu'ils ont des preuves sous forme d'audio, sous forme de vidéo. Ils ont saisi des explosifs. Ils ont saisi également des armes, dont des AK-47. Et pour eux, cet arsenal montre qu'effectivement, il y avait des gens qui préparaient un coup d'État. En plus du fait qu'ils disent qu'ils ont, sur la base de la filature, parce qu'ils disent qu'ils ont fait une enquête pendant 15 mois,
sur la base de la filature, ils savent que ce cerveau, si on peut les appeler ainsi, ils se sont mis à contacter des militaires pour pouvoir rassembler ce qu'il faut comme personne, pour pouvoir avoir des armes et passer à l'acte. Puisque c'est pourquoi on parle de coup d'État déjoué, puisqu'il n'y a pas eu de coup d'État en tant que tel. C'est comme si on a vu la chose venir et on a empêché au coup d'État d'avoir lieu. Comment cela peut s'expliquer à un an de la présidentielle dans ce pays, jugé comme l'une des démocraties très stables dans la sous-région ouest-africaine et dans l'espace CEDEAO? Difficile à expliquer. Certains analystes se demandent est-ce que ce n'est pas l'ancienne stratégie qui revient. La stabilité du Ghana, tout le monde est d'accord, mais le président Nana Akufo, tout le monde l'entend dans ses prises de position pour l'Afrique, tout le monde l'entend dans sa décision de sortir du FMI, de la Banque mondiale, de demander aux Africains de se prendre en charge eux-mêmes. Les gens se posent la question parfois, est-ce que le but du coup d'État, ce n'est pas de la déstabilisation? Puisqu'on a vu plusieurs fois en Afrique, quand des présidents ont été de véritables partisans d'une Afrique qui s'occupe d'elle-même, d'une Afrique qui réclame son indépendance, d'une Afrique qui réclame un non-alignement, à chaque fois, on a trouvé le moyen d'organiser des coups d'État ou bien même d'assassiner ces présidents qui voulaient que l'Afrique se développe en se fondant sur elle-même au lieu de continuer dans une situation de dépendance. Et quand on regarde le discours du président ghanéen actuellement, il est très proche de ce discours que Nkrumah tenait. Il est très proche également du discours d'autres présidents africains qui ont été victimes de coups d'État et qui tenaient ce discours en disant aux Africains, prenez-vous en charge vous-même, vous n'avez pas nécessairement besoin des autres pour pouvoir assurer votre développement. Donc, au vu de tout ce qui est en train de se passer dans le pays, on peut être tenté de dire que quelque chose est en train d'être préparé, pas sur le territoire ghanéen, mais hors des frontières. Ça fait partie des questions que les analystes se posent parce que de l'intérieur du Ghana, quand on pose la question qui a intérêt à faire un coup d'État, on a du mal à trouver une réponse. Parce que généralement, quand on fait un coup d'État, il y a quelqu'un qui en profite. Les personnages qu'on a cités, bon, on ne voit rien de particulier. On n'a pas vu de lien comme on le voit rapidement dans des pays. L'opposition n'a nulle part été accusée d'être derrière le coup d'État. Il n'y a pas une autre personnalité ghanéenne, ce qui fait que parfois les gens disent, mais non, est-ce que c'est un coup d'État? Parce que ce n'est pas ces personnes qu'on voit qui risqueraient de devenir président. Si ce n'est pas ces personnes, qui seraient à la tête du pays après le coup d'État? On ne trouve pas ce bénéficiaire. Pour le moment, rien n'a été dit par rapport à l'opposition, aucune accusation par rapport à l'opposition. L'opposition qui n'a pas trouvé nécessaire de se justifier et qui considère plutôt qu'on a peut-être attrapé un gang, mais on exagère quand on parle de coup d'État. À voir un peu ce qui se passe au Ghana, cela ne pose pas ce problème de la stabilité des pays africains en matière politique? Oui, mais c'est très sérieux quand même parce que d'habitude, un coup d'État, on le voit dans un pays où il y a une instabilité. Voilà. Soit il y a une guerre civile, soit l'opposition et le pouvoir sont à couteau tiré, les institutions du pays sont bloquées. Le coup d'État, je ne sais pas ce qu'il faut dire le bon, parce que je me demande s'il y en a un qui est bon, mais quand il intervient, c'est un cas de force majeure, normalement, que les militaires ont souvent pris le pouvoir pour mettre de l'ordre, parce que dans toutes les déclarations, c'est ce qu'on dit, on suspend la Constitution, on dissout les institutions pour mettre de l'ordre et rendre le pouvoir, bien que malheureusement, souvent, ils ne l'ont pas rendu comme ils l'ont promis. Mais on est en face d'aucune de ces situations. Le Ghana est une démocratie qui fonctionne, qui a connu des alternances. Les institutions ne sont pas bloquées. L'opposition est au Ghana, l'opposition fait son travail d'opposition. On ne les empêche pas du tout de faire le travail d'opposition. Celui qui aurait fait le coup d'État, s'il devait faire sa déclaration qu'on voit à chaque fois après le coup d'État, je me demande quel argument il va pouvoir donner pour justifier un tel coup d'État. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la ligne actuelle de la CEDEAO et de l'Union africaine, quand quelqu'un fait un coup d'État, la condamnation est systématique. Le pays est retiré de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un qui réfléchit va vouloir faire un coup d'État au niveau du Ghana, surtout que les dernières expériences montrent que, comme l'ont dit certains analystes, il y a des coups d'État qui sont simplement idiots, comme celui que le général Diendéré a essayé de faire au Burkina Faso. Donc, est-ce qu'on est dans ce cas de figure, quelqu'un qui veut se retrouver président coûte que coûte et qui essaye
de prendre le pouvoir par la force. En tout cas, il aura difficilement des arguments pour convaincre les Ghanéens. En quoi ça gêne quand le président dit il faut qu'on se prenne en charge? C'est des enjeux financiers qui sont menacés. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que, comme on le dit, la politique, ce n'est pas une affaire de gentillesse ou de quoi que ce soit. La géopolitique mondiale, vous avez des enjeux qui sont là à caractère économique concernant l'Afrique, qui sont des enjeux énormes. Et souvent dans nos pays, ceux-là qui sont dans les enjeux économiques participent indirectement à la gestion de nos pays. Le cas le plus extraordinaire, c'est celui de l'Afrique du Sud, avec cette famille d'origine plutôt asiatique, qu'on appelle les Gupta. Les Gupta. Quand on a demandé à la médiatrice de faire son travail, quand elle a donné sa conclusion, la médiatrice a utilisé un mot qui fait peur. Elle dit carrément que les Gupta ont capturé l'État sud-africain. Ça veut dire qu'il y a un président de la République, mais malgré qu'il y a un président de la République, il y a un groupe privé sur le plan économique qui parvient à orienter, à demander de faire, à demander de ne pas faire. Et ce n'est pas seulement à l'intérieur des pays que ça se fait. Il y a des enjeux sur le plan mondial concernant l'Afrique. Et on l'a vu, Kabila père, le président Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, ce n'est pas les gens qui manquent, qui, quand ils ont voulu d'une Afrique véritablement indépendante, qui prend en charge son développement, ils ont été démis du pouvoir, ils ont été victimes de coups d'État, ou ils ont été victimes tout simplement d'un assassinat. Plutôt parler de l'Afrique indépendante aujourd'hui. Pas encore là où nous sommes, mais on y va. Parce que les sociétés civiles africaines... Finalement, on est actuellement dans une phase de transition parce que vous avez une société civile africaine, vous avez des mouvements citoyens qui ont compris que, en fait, dans les problèmes de l'Afrique, il y a ces mains étrangères qui sont des sortes de mains invisibles qui participent à l'élection des présidents, au maintien des présidents au pouvoir. Et cette société civile qui a compris également que dans le processus électoral, il faut tout faire pour que les choses soient transparentes, que les populations elles-mêmes puissent élire la personne qu'elles ont choisie. Mais on a une Afrique qui prend progressivement son indépendance. Sur le plan économique, nous sommes dans la zone CFA. On voit actuellement tout le tollé qui est soulevé autour de la monnaie CFA qui a tendance à devenir écue. Bon, certains disent que c'est la même chose. Moi, je me dis que même si c'est la même chose, c'est quand même déjà un pas. Parce qu'on quitte le CFA d'abord et ensuite... Au moins, il y a un changement de nom. Pas seulement un changement de nom, il y a des pays anglophones qui vont rentrer au niveau de EQ, alors qu'au niveau de CFA, c'était simplement des pays francophones. Et même là-bas, il y a encore de la discussion pour dire qu'est-ce que ça va être exactement. Donc, il y a un pas vers l'indépendance économique sur ce plan-là, pour ne pas dire monétaire. Il y a un pas également vers l'indépendance politique, parce que les populations veulent de plus en plus prendre leurs décisions dans leur propre pays sans être influencées. Elles veulent, oui, mais est-ce que c'est possible en ces temps, quand on essaie de voir un peu ce qui se passe en matière de la politique sur le continent africain, dans certains pays, quand on voit un peu ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Cameroun, Centrafrique, on se demande justement qu'est-ce qui ne va pas. Oui, quand les conditions démocratiques sont réunies, c'est possible. C'est pourquoi c'est inquiétant de voir dans un Ghana où les conditions démocratiques sont réunies qu'on veuille amener de la déstabilisation. Dans un pays comme la Centrafrique, on ne peut pas parler d'indépendance. Déjà, le pouvoir en place n'a que pratiquement 25% du territoire. L'armée n'est pas capable de gérer le pays d'un point de vue sécuritaire. Donc, vous avez des soldats venant de plusieurs pays qui se retrouvent aujourd'hui sur le sol centrafricain. Et même chose avec le Mali. De sorte qu'avec ces pays, la prise de décision, on est obligé de tenir compte de ce qui assure la sécurité au niveau de ce pays, parce que le pays est presque en déconfiture, n'étant pas en mesure de faire le minimum qu'on attend d'un État. Mais pour le cas du Ghana, on est très loin d'une telle situation. Et le cas du Ghana doit plutôt servir d'exemple pour que les autres pays africains aillent dans ce sens, qu'il y ait des conditions démocratiques qui permettent aux populations de faire leur choix et de faire leur choix en toute indépendance, ce qui va permettre également au président qui a été élu d'avoir derrière lui son peuple quand il veut défendre ce qu'il a promis pendant la campagne électorale pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ça, les puissances occidentales n'y pourront absolument rien si les pays africains de façon générale prennent ce chemin. Ils seront obligés de collaborer parce qu'il faut que les gens le comprennent. Les Occidentaux ont aujourd'hui besoin de l'Afrique et des Africains. Si nous en sommes conscients,
ils vont nous traiter d'égal à égal. Si nous n'en sommes pas conscients, ils continueront encore à nous exploiter. Mais donc on dit qu'il est temps de faire une démocratie à l'africaine. Que répondez-vous à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on va mettre dans une démocratie à l'africaine? C'est tout le problème. Quand on considère le principe de la démocratie, on veut un pouvoir pour le peuple, on veut un pouvoir par le peuple, on va chercher quoi d'africain là-bas? Parce qu'en fait, quand on retourne dans nos pratiques traditionnelles, l'Afrique est plurielle en matière d'exercice du pouvoir. Vous avez des espaces africains où on élisait, mais vous avez des espaces africains où le chef, c'était la chefferie traditionnelle, on l'héritait de père en fils. Ou bien on l'héritait, quand le roi part, c'est le neveu qui prend quand on est dans un système de matriarcat. Qu'est-ce qu'on va prendre dans tout ça? Il faut que les gens acceptent, comme les analystes le disent, que la démocratie, c'est en quelque sorte le moindre mal. À défaut de dire que c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Souvent, les gens font cette injonction, on va faire quelque chose d'africain. C'est quoi cette spécificité africaine quand on parle de démocratie? C'est quoi cette alternative quand il faut faire une démocratie à l'africaine? Qu'est-ce qu'on change dans les règles que tout le monde connaît de la démocratie? Ou bien qu'est-ce qu'on ajoute dans les règles que tout le monde connaît de la démocratie pour dire voilà ce qui va être la touche africaine dans cette démocratie? Alors, Mamadou Diouf, pour conclure l'entretien, quelles leçons à tirer quand on voit un peu un Ghana pays très stable et paf, on dit coup d'État déjoué? Quelles leçons on a à tirer à ce niveau? Pour moi, la première leçon à tirer, c'est que nous avons encore du chemin à faire. Parce que, comme je l'ai dit au départ, je ne vois pas quelqu'un, analyste, qui pourrait imaginer qu'il y ait un coup d'État à l'état actuel dans un pays comme le Ghana. C'est la première leçon à tirer. La deuxième leçon à tirer, il faut qu'on comprenne que l'indépendance, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, a un prix. Et ce coup d'État semble également nous rappeler cela. Il faut que les Africains acceptent de payer ce prix s'ils veulent avoir véritablement leur indépendance. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous allons marquer une pause juste derrière. On se retrouve dans la partie invitée de ce vendredi. On va parler sport.